Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo, elle s'adresse à toute personne qui est intéressée par la recherche-action menée par l'ARCA et qui a pour objet de se centrer sur l'accueil et l'accompagnement des enfants au sein des structures d'hébergement pour adultes. Et plus précisément, on va expliquer au niveau de cette vidéo la récolte de données au sein de cette recherche-action. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose tout d'abord qu'on se présente et qu'on présente aussi la fédération et ainsi qu'on contextualise la recherche-action. Alors, moi c'est Louise Remiche, je suis la coordinatrice de l'ARCA, notre fédération, et je vous présente ma collègue. Mélissa Libert, je suis chargée de mission au sein de l'ARCA et responsable du projet enfant. Donc c'est moi l'intermédiaire privilégié avec lequel vous serez en contact dans le cadre de cette recherche-action. Voilà. Et donc nous travaillons toutes les deux pour l'ARCA, qui est l'association régionale des centres d'accueil, qui est une fédération de structures d'hébergement pour adultes en difficulté sociale. Donc structure d'hébergement agréée et subventionnée par la région wallonne. Et nous travaillons vraiment en concertation avec nos membres. Nous nous basons pour mettre en place des projets sur leurs attentes et leurs besoins, mais nous nous appuyons également sur leur motivation et leur investissement au sein de la fédération. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née la recherche-action. Alors il faut savoir que en 2015, les membres nous ont demandé d'organiser une table ronde sur donc un moment d'échange de pratiques entre institutions membres de l'ARCA pour discuter de l'accueil et de l'accompagnement des enfants au sein des structures d'hébergement pour adultes. Cette thématique a rencontré un énorme succès. On a d'ailleurs dû dédoubler cette table ronde. Et nous avons, suite à cette table ronde, mis en avant plusieurs constats, et dont le fait que la plupart des maisons d'accueil ont énormément de préoccupations et de questionnements, de difficultés rencontrées sur le terrain par rapport à l'accueil et l'accompagnement des enfants au sein des structures d'hébergement pour adultes, et qu'il y avait cette envie de ne pas en rester là, d'aller plus loin au niveau de cette thématique. Une certaine frustration était rencontrée de la part des travailleurs et il y avait un besoin d'aller plus loin. Donc on a discuté avec nos membres et nous est venue l'idée de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire composé de travailleurs de maisons d'accueil ainsi que de l'équipe permanente de la fédération. Ce groupe de travail avait pour objectif de réfléchir aux différentes réponses à donner aux préoccupations et questionnements, difficultés rencontrées sur le terrain. Dans un premier temps, on a pu mettre en avant certains constats et hypothèses. D'une part, le fait que notre secteur, qui est au départ un secteur d'accueil et d'accompagnement d'adultes, notre secteur est composé d'un tiers, donc le public est composé d'un tiers d'enfants. Donc un tiers du public est un enfant, d'une part. Donc on ne peut pas passer à côté de cette préoccupation qui est l'accueil et l'accompagnement des enfants. D'autre part, la plupart des maisons d'accueil renvoyaient, enfin je pourrais même dire toutes les maisons d'accueil, renvoyaient le fait qu'elles avaient construit leur pratique sur leur expérience et donc de façon empirique. Oui, c'est sûr qu'elles avaient pu de fois se prémunir de certains ouvrages scientifiques, se documenter, avoir certaines formations sur la question de l'enfant. Mais la plupart des pratiques ont été mises en place de façon empirique. Et avec un peu cet questionnement de savoir est-ce qu'on fait bien, est-ce que nos pratiques sont au profit de l'enfant et sont adaptées à l'enfant. Donc il y avait cette question-là de départ. Autre constat, ou je dirais plutôt même hypothèse, était de dire que le passage en maison d'accueil
automatiquement entraîne un impact sur l'enfant. C'était l'hypothèse de départ. Maintenant, sans évaluer cet impact en positif ou en négatif, voilà, on fait une hypothèse de départ. Qui est de dire qu'il y a un impact. Mhm. Et on se rend compte qu'on aimerait bien pouvoir avoir des données objectives qui nous permettent d'une part de vérifier cet impact et de voir si l'impact existe bel et bien et s'il est positif, négatif, à quel niveau, enfin voilà. Donc c'était un petit peu le souhait de départ. Alors, mais c'est vrai qu'au niveau du groupe de travail, il y a d'abord eu un approfondissement qui s'est fait comme une forme d'incubateur avec nos membres et leurs travailleurs vraiment à huis clos. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que même si on a l'expertise de terrain, même si on a la bonne volonté et l'intention d'améliorer les pratiques et de se questionner, de trouver des réponses, on se sentait limité par notre capacité à donner des réponses objectives, concrètes, disponibles pour tout le secteur. Donc à ce moment-là, à un moment donné, on a ouvert le groupe de travail à différents experts, différentes personnes qui sont par ailleurs des chercheurs à l'Université de Liège et qui sont compétents dans différentes matières, en sociologie, en psychologie et dans des sous-catégories de ces facultés bien spécifiques. Et donc le projet, petit à petit, a pris forme sous la forme de différents volets de travail, dont l'un était cette récolte de données, qui semblait un préalable essentiel pour appuyer les recherches par la suite. Donc, c'est peut-être bien qu'on parle un peu des objectifs qu'on a pu dégager par rapport à cette recherche-action. Il y en a 5, voilà, concrètement. Donc la première, on l'a déjà un peu dit, mais on a vraiment le souci de pouvoir objectiver scientifiquement les pratiques actuelles d'accueil et d'accompagnement des enfants dans les maisons d'accueil pour adultes. Ça, c'est vraiment le premier souhait de départ. En deux, eh bien, le fait de collaborer avec différents professionnels, ça nous a montré tout l'intérêt de pouvoir croiser les approches et enrichir la vision, parce qu'on est convaincu qu'en enrichissant la vision, on peut déjà transformer les pratiques et les améliorer. Donc ça, c'est avec les collaborations effectives au sein de l'Université de Liège. Il y avait un troisième objectif qui était également de pouvoir développer et diffuser des outils et recommandations à destination du secteur au sens large, parce que ça c'était vraiment une demande des travailleurs, c'est de dire mais nous on a besoin d'outils, on a besoin de savoir, d'avoir que ce soit des outils ou des recommandations pour savoir vers où on doit aller. Et donc à la fin de cette recherche-action, qu'il y ait un aspect plus concret, plus pratique de cette réflexion, de cette analyse scientifique. Et ça pourra prendre la forme de publications, de séminaires, d'événements. Donc ça, on diffusera, je pense, par plein de types de canaux différents. On vous informera. Quatrième objectif. Il y avait aussi le fait de valoriser finalement le rôle que peuvent jouer les maisons d'accueil dans l'accueil et l'accompagnement des enfants précarisés, donc d'une certaine partie du public qui passe par nos maisons d'accueil. Il y a un rôle, on joue ce rôle déjà depuis un bon petit bout de temps. Il a été un tout petit peu reconnu grâce à des missions spécifiques subventionnées dans notre secteur, mais à notre sens, il n'est pas suffisamment reconnu. Et donc, on aimerait bien pouvoir valoriser finalement le rôle que jouent les maisons d'accueil dans ce cadre-là. Et de manière assez liée à ce quatrième objectif, le cinquième objectif, ce serait de pouvoir également réclamer, récolter les moyens nécessaires à la mise en œuvre des recommandations, des outils dégagés, et de la valorisation de l'apport du secteur donc, actuel. Donc voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 objectifs. C'est déjà pas mal. À travers cette recherche. Donc voilà, ça c'est pour vous contextualiser la recherche-action et contextualiser plus particulièrement
la récolte de données, qui est un volet, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de cette recherche-action, qui est le volet de départ, on va dire. Maintenant, on va vous parler plus concrètement de cette récolte de données qui, nous l'espérons, vous donnera envie de participer et de nous aider justement à récolter ces données, parce que plus évidemment l'échantillon sera important et représentatif de la région wallonne, plus il amènera à des résultats fiables. Je vais me charger de passer au vif du sujet et vous expliquer un petit peu concrètement en quoi consiste la récolte de données. Donc pour ça, un support, le support que je vais utiliser, c'est celui que vous êtes censé recevoir à partir du moment où vous acceptez de participer à cette récolte de données. C'est la FARD qui vous permet de classer, de collationner toutes les données récoltées et que vous allez recevoir par la poste à domicile. Alors, par où commençons-nous? Oui, il y a juste 2-3 petits préalables par rapport à cette récolte de données. C'est qu'on a plusieurs objectifs. La confidentialité des données. Pour cela, vous allez voir que toute la méthode et la méthodologie qu'on a construite est basée là-dessus. Donc ça donne peut-être un petit peu de rigueur à adopter pour la constitution des dossiers. Mais voilà, ça c'était vraiment super important. La deuxième chose, c'est un maximum de données objectives sur le terrain. Ça ne vous engage pas à vous mettre la pression à récolter un nombre incalculable de dossiers. Si vous en clôturez un ou deux, c'est déjà super. Voilà, c'était surtout ces deux mots-là. Et oui, la troisième chose, c'était qu'on souhaitait vraiment, et vous allez retrouver cet esprit-là dans tous les aspects de la récolte, c'est qu'on souhaite croiser les regards du professionnel et des parents. Sachant qu'ils sont tous les deux nécessairement subjectifs, c'est pas un problème, on part de là et les statistiques nous renverront un éclairage global en fait. Donc, je vous invite, avant de commencer, vous pouvez même faire pause sur la vidéo, à reprendre le mail que je vous ai envoyé où il y a le lien de cette vidéo et à reprendre donc les documents qu'on va présenter parce que évidemment je ne vais pas les expliciter dans le détail du détail chaque question, ça vous aurez le temps d'explorer à votre aise, mais en tout cas c'est bien mieux d'avoir comme support tous les documents nécessaires pour pouvoir vous y retrouver. Je vais vous les présenter dans l'ordre logique que vous êtes censé suivre une fois que vous recevez cette FARD et que vous commencez d'abord à expliquer à vos équipes et puis comment est-ce qu'on accueille les familles, etc. etc. Alors, j'ai mon petit aide-mémoire à côté. Voilà, concrètement, à destination de qui cette récolte de données? Bien évidemment, les maisons qui accueillent des familles, des adultes et des enfants. Une récolte de données anonyme. Qui participe à cette récolte de données? Les familles et les maisons d'accueil. Donc les équipes pluridisciplinaires, donc il faut savoir que vos travailleurs vont être impliqués et auront d'une certaine manière une charge de travail supplémentaire. C'est pour ça qu'on produit cette vidéo pour que vous puissiez aussi informer vos équipes. À tout moment, aussi bien une maison d'accueil, donc vous, ou alors les familles concernées peuvent arrêter le processus. Il faut vraiment savoir que vous êtes vraiment libre de ça à tout moment. Alors, combien de temps ça va durer en termes... voilà, simplement, c'est combien de temps va durer cette récolte de données, à quoi vous vous engageriez au maximum. Donc ce serait pour commencer en avril et terminer dans le courant du mois d'octobre-novembre. Pourquoi octobre-novembre? Tout simplement parce que ces données vont être remises à une étudiante, elles doivent d'abord être traitées et il faut un petit peu qu'on puisse se câbler sur son propre calendrier. Donc on s'est mis une limite dans le temps pour ça. Concrètement, nous on a besoin d'une personne intermédiaire, donc on appellera la personne relais, qui sera l'intermédiaire privilégié entre la maison d'accueil et l'ARCA. De préférence, il faut que ce soit une personne qui soit sur le terrain, qui a un œil sur la manière dont les choses se passent dans l'équipe et qui puisse être responsable de faire le relais entre nous et vous. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre choix.
qui, vous le sentez, a la sensibilité et la motivation nécessaire pour porter ce projet. Alors, quel est son rôle à cette personne relais ? Le premier, c'est de booster l'équipe. Évidemment, une récolte de données, c'est de l'administratif, c'est pas forcément le truc le plus... on ne saute pas au plafond nécessairement au départ, mais par contre, pouvoir rappeler l'objectif, pouvoir voir un petit peu plus loin la perspective qu'on donne à ce projet-là, c'est intéressant de pouvoir le communiquer. Comme je vous le dirai un peu plus tard, il se peut qu'il y ait une seule personne de votre équipe qui soit concernée par le projet. Ça peut être la personne relais qui se charge de tout, mais vous pouvez aussi déléguer à d'autres membres de l'équipe, et dans quel cas, il faut qu'elle puisse rester motivée. La deuxième chose, c'est que la personne relais est amenée... Je vais prendre les documents un à un. Elle est amenée à présenter la récolte de données à son équipe, évidemment. Donc, elle est garante de la bonne méthodologie, donc elle doit vraiment pouvoir intégrer cette méthodologie et pouvoir à tout moment répondre aux questions de l'équipe. Et donc, comme je l'avais dit, relais entre nous. Chaque fois que nous, on a des informations à transmettre ou des dossiers à récolter, on contactera ces personnes. On a donc besoin de ces coordonnées. Et aussi, moi personnellement, je prendrai contact avec les maisons d'accueil, avec les personnes relais pour voir où ça en est, pour à mon tour soutenir aussi la personne relais qui aura besoin d'un peu de soutien. Donc je vous dis juste, j'introduis juste, avant de passer aux détails, et là on va passer en plan plus rapproché, je vous montre juste cette petite convention que vous allez recevoir par mail, dont on a vraiment besoin. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Simplement votre engagement à participer à la recherche-action, qui stipule surtout que vous pouvez à tout moment arrêter, que vous avez bien pris connaissance de la méthodologie et qui donne, et ça c'est super important pour nous, les coordonnées de la personne relais. Voilà, maintenant je passe en plan rapproché où je vais pouvoir vous montrer les documents un peu de plus près et on va suivre un petit peu la chronologie d'un suivi d'une famille. Donc passons aux choses concrètes. Ici vous avez la farde que vous allez recevoir. Ici j'ai repris l'ensemble des documents pour ne pas devoir ouvrir la farde tout le temps. J'espère que vous avez les documents en votre possession. N'hésitez pas à faire pause entre chaque document pour pouvoir vraiment l'avoir sous les yeux. Alors la première chose, c'est la convention dont je vous parlais. Celle-là, j'ai déjà dit l'ensemble des informations importantes. Alors, il y a ici un petit listing qu'on vous a préparé. Ça, c'est pas un document qu'on va récolter, c'est simplement un document qui va vous aider à référencer les familles qui seront classées ici dedans. Vous allez le voir, mais à l'intérieur, vous avez des onglets et il s'agit de classer un onglet par famille. D'accord ? Vous pouvez renoter soit le nom de la famille, soit le numéro de dossier, en fait, ici. Alors, comme la récolte est anonyme, de toute façon, vous aurez besoin de retrouver la correspondance entre le nom de la famille et le numéro de dossier. Nous, on a besoin simplement d'un numéro de dossier. Donc ici, vous avez des informations types que vous pouvez remplir, la date d'entrée en maison d'accueil, la date maximum de fin de la phase d'observation, je le détaillerai mais ça prendra maximum 6 mois, le nombre d'adultes hébergés, le nombre d'enfants suivis, 1 ou 2 maximum par famille, l'intervenant de référence, je reviendrai sur toutes ces informations-là plus tard, et vous avez la possibilité de préencoder les étapes clés de la récolte de données et de valider ou pas si ça a été effectué. Donc cette feuille-là, vous pouvez l'afficher dans votre salle de réunion à l'endroit où ce sera le plus simple pour tout le monde de pouvoir s'y retrouver et pouvoir oublier tous les aspects un petit peu plus rigoureux et moins amusants de la phase exploratoire. J'y reviendrai. Donc on va la mettre là. Alors, concrètement, ici, vous aurez aussi dans la farde un listing des documents qui doivent se retrouver sous chaque onglet. Donc, dans chaque onglet, on vous demande quel type de document. Je reviendrai plus tard sur leur contenu, mais au moins, vous avez un tout petit aide-mémoire. Ainsi que la méthodologie, qui est déjà pré-imprimée. Ça, c'est la présentation un peu plus scolaire, qui est vraiment faite par étapes et à laquelle vous pouvez toujours revenir. Donc je ne vais pas la réouvrir ici. Il y a quelques pages, il y a des éléments sur Brillance. Voilà.
Ça résume à peu près tout ce que vous devez savoir et qui fait que vous n'aurez pas besoin de réouvrir cette vidéo par la suite. Alors, concrètement, quand la personne relais est désignée, la première chose à faire, c'est d'informer vos équipes du projet. Pour ça, on vous a préparé des outils de transmission, de diffusion. Le premier outil, c'est la présentation de la recherche-action aux équipes socio-éducatives. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais c'est un support que la personne relais peut utiliser au même titre que le PowerPoint de présentation que vous avez reçu dans le dossier informatisé par mail, de la même manière qu'il peut utiliser la vidéo. Ça, c'est à vous de voir comment vous procédez. Ensuite, je vais faire une petite pause et à partir de là, vos équipes sont informées. En principe, elles sont prêtes à travailler. Quelle est l'étape suivante ? Eh bien, c'est de pouvoir présenter le projet aux familles. Alors, je vais faire une remarque vraiment fondamentale sur le choix des familles. Les familles ne doivent pas être choisies ni par vous, ni par les intervenants sociaux. Cela doit se faire de manière aléatoire. Donc, comment ça se passe concrètement ? À partir du moment où vous vous dites « Ok, on commence la récolte de données », toute famille qui arrive en maison d'accueil, vous lui présentez le projet. Vous vous engagez à présenter à chaque famille qui entre le projet. En fonction du nombre, par exemple, que vous voulez, le nombre de familles que vous avez envie de nous donner en termes de contribution. Je prends un exemple. Si vous voulez nous apporter 3 dossiers, ce qui est déjà énorme, bah vous vous dites, les 3 premières familles qui arrivent, on leur propose, et si elles refusent, bah vous continuez de présenter à chaque famille jusqu'à arriver à 3, par exemple. Donc, maintenant, l'aspect un petit peu plus méthodologique, qu'est-ce que c'est une famille au sens de notre recherche ? Comment est-ce qu'une famille, c'est quoi les critères ? Donc le critère minimum, et là je parle des personnes hébergées au sein de la famille, au sein de la maison d'accueil, c'est vraiment super important, minimum un adulte, ça va de soi, et minimum un enfant. Un enfant de 2 à 12 ans. Ça, c'est vraiment une fourchette méthodologique qui a été définie par la personne sur laquelle on se repose à l'Université de Liège. Donc le critère, c'est un adulte, un enfant de 2 à 12 ans. Ça constitue un dossier. Sachant qu'il y a un maximum 2 enfants par famille qui peuvent être suivis. Ça, c'est vraiment pour pouvoir soulager la famille et qu'on n'ait pas, si elle a 3-4 enfants, qu'on ne suive pas tous ses enfants. Alors, le dossier, donc ici vous avez dans la farde, vous avez déjà plusieurs onglets, vous le verrez de couleur, un par famille. Le suivi peut durer maximum 6 mois de séjour. Ça, c'est encore une fourchette qu'on s'est fixée. Je vais détailler par la suite ce que ça représente en termes d'étapes. Alors, quand vous avez cette partie, vous avez un numéro d'institution. Ça, c'est un numéro que nous, on va vous attribuer pour pouvoir vous repérer, parce qu'il faut qu'on puisse relier vos données au contexte institutionnel dans lequel vous êtes. Le nom de l'institution, ça, c'est vraiment pour vous. Et alors, je vais reprendre la petite feuille ici. Donc, ici, vous avez un numéro de dossier qui, pour nous, est le plus important, qui nous permet d'identifier la famille concernée. Alors, concrètement, il est composé de 3 parties. Première partie, c'est le numéro d'institution que vous retrouvez ici, que nous vous transmettons. Deuxième numéro, qui est plutôt en fait des initiales, c'est les initiales de l'intervenant de référence de la famille. Ça, c'est plus pour vous y retrouver. Dès que vous voyez le numéro de dossier, vous savez qui s'en charge. Le troisième numéro, c'est le numéro de la famille. Celui-là, c'est vous qui l'attribuez. Vous voyez ici, il y a une série de numéros, 01, 02, 03. C'est le numéro de la famille suivi dans l'ordre que vous choisirez. Voilà, ainsi, on peut s'y retrouver. Alors, j'ai un peu des petites notes à côté. Donc, le choix de la famille. Donc, en gros, la participation est proposée à toute famille qui entre en maison. Si une famille a 2 enfants, les 2 participent. Donc, on lui propose de faire participer les 2 enfants. Pas un des 2, les 2. S'il y a plus que 2 enfants, à ce moment-là, il y a un tirage au sort. Alors, concrètement, vous allez le voir et je vais vous montrer dans les documents qui vont suivre. On a trouvé un moyen d'identifier les enfants et les adultes. De façon simple, les adultes, on les appelle A1,
ou A2, les enfants, E1 ou E2. Là, comme ça a l'air abstrait, mais dans les documents, vous allez le voir, je vais vous le montrer. Donc voilà, tout simplement pour pouvoir repérer de quel enfant on parle et de quel parent on parle. S'il n'y a qu'un parent, ce sera bien sûr A1. Il faut savoir que E1 ou E2 n'a rien à voir avec l'enfant le plus âgé ou le plus jeune. C'est complètement aléatoire, c'est juste une manière de pouvoir savoir de qui on parle. Alors, donc, il y a une présentation aux équipes, mais ensuite on va passer à la présentation pour la famille. Alors, quand une famille entre en maison d'accueil, il faut qu'on lui présente le projet. Vous avez 1 mois pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire dès qu'elle arrive, dès qu'elle se pose, dès qu'elle... Voilà, ça c'est à vous d'évaluer quel est le moment opportun dans le premier mois de son arrivée pour pouvoir lui présenter ça. Il faut savoir que par famille, je l'ai dit ici avec l'intervenant de référence, c'est très différent de la personne relais. La personne relais, c'est vraiment l'intermédiaire entre nous et l'ARCA. L'intervenant de référence, c'est l'intervenant qui est choisi pour être le référent de la famille. Il y a beaucoup de maisons qui fonctionnent avec des référents par hébergé. Ici, c'est un référent par famille, donc il va veiller sur la famille et en particulier les enfants suivis. Donc, comment est-ce qu'on le désigne ? Le seul critère qu'on a dégagé, c'est le plus proche de l'enfant, sachant qu'il peut faire appel à toute l'équipe pour pouvoir remplir les documents. C'est lui qui va remplir les documents de récolte de données. Et donc, fonctionnez comme vous fonctionnez à l'habitude. Donc, si vous avez l'habitude de vous concerter en équipe, eh bien, continuez de cette manière-là. Simplement, peut-être mentionnez-le. Et donc, ce sera lui, cette personne, qui va être responsable du bon suivi d'un dossier. Ou de tous les dossiers si vous décidez que dans votre maison d'accueil, il y a un intervenant de référence pour toutes les familles suivies, par exemple, ou que c'est la personne relais qui est à la fois relais et intervenant de référence pour tout le monde. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. De toute façon, avec les initiales, nous, on se rendra compte si vous avez pris tout le temps le même ou si vous avez changé au fur et à mesure. Donc, pour présenter la recherche-action et surtout la récolte de données aux parents, on vous a, pareil que pour les équipes socio-éducatives, préparé 2 types de documents. Un document manuscrit et un document plus imagé. Un document imagé qui reprend tout ce que doit savoir un parent pour prendre sa décision, oui ou non, je participe à cette récolte de données. On a satellisé les éléments essentiels par étape. Et donc, ici, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces documents. C'est vraiment un support pour vous qui vous permet de laisser de côté la méthodologie globale qui inclut tous les aspects que les parents n'auront peut-être pas besoin de savoir. Et en tout cas, ici, tout ce qui est essentiel à leur dire. Donc, vous pouvez leur donner un exemplaire s'ils le veulent. Vous pouvez vous servir de ces supports ou pas. À vous de voir. En tout cas, ça résume tout ce que je vais ici vous dire. En synthèse, bien sûr. Alors, une fois que la famille a pris connaissance du projet, bien sûr, et ça c'est vraiment un impératif de l'Université de Liège parce qu'il faut savoir que notre récolte de données, elle a été validée par un comité d'éthique, tous les documents ont été approuvés. Il faut impérativement qu'apparaisse dans chaque dossier un document de consentement signé par les parents. Donc voilà, s'il y a 2 parents hébergés, il faut que les 2 parents soient d'accord. S'il y a un des 2 qui n'est pas d'accord, on ne peut pas mener le projet. Il y a une copie qui doit être remise à la personne qui l'a signé, bien évidemment. Et ici, elle comprendra très bien qu'elle pourra s'arrêter quand elle le souhaite. Donc ça, c'est un document type. Ensuite, on arrive plus dans l'aspect concret du suivi du dossier. Il y a 3 types de documents à remplir. Donc on parle ici intervenant de référence. Vous allez voir, regardez, il y a toujours un cadre ici au-dessus sur tous les types de documents. Donc je vous les montre. Fiche signalétique, questionnaire, carnet de bord. 3 types de documents où vous allez systématiquement retrouver le numéro de dossier pour que vous puissiez vous y retrouver aussi et nous aussi. S'il y a un papier qui s'égare dans votre maison, à tout moment, vous saurez dans quel dossier le remettre. Alors, c'est là
qu'on arrive dans la partie plus concrète. Donc, il faut savoir, on va commencer par la fiche signalétique. Donc, qu'est-ce que c'est la fiche signalétique ? Comme son nom l'indique, elle permet de signaler, d'identifier à la fois l'institution dans laquelle la famille est hébergée, parce que sinon ça n'a pas de sens, il faut qu'on puisse comprendre globalement dans quel contexte elle va évoluer pendant ces 6 mois, et aussi comprendre la structure familiale et le passé ou les événements au niveau de l'anamnèse qui sont importants. Je vais vous le montrer dans le détail, mais d'abord, il y a 2-3 petits points d'attention. Vous avez des éléments surlignés pour vous aider à focaliser sur les choses vraiment importantes. Vous voyez qu'ici et là, on a 2 types de réponses dans toute la fiche. Des réponses où il y a un petit rond, une seule réponse possible. Un petit carré, plusieurs réponses possibles, c'est un choix multiple. Vraiment, nous, on s'est cassé la tête à construire cette fiche signalétique avec les travailleurs et les directeurs de maison. Elle est vraiment sur mesure pour vous et on n'a eu que des retours positifs par rapport à cette fiche signalétique qui, au départ, paraît un petit peu impressionnante, mais elle s'avère super simple à remplir. Toutes les questions doivent comporter une réponse. Il y a moyen de répondre inconnu à toutes les réponses. Donc, ce document, il peut être rempli pendant toute la durée de la récolte de données de la phase exploratoire de l'observation de la famille. Il ne s'agit pas de faire une enquête de Sherlock Holmes avec chaque famille et dès son entrée de la bombarder de questions. De toute façon, c'est un document que l'intervenant peut remplir de son côté en fonction des réunions d'équipe, des informations qui ont été récoltées au fur et à mesure. Et il n'est pas non plus nécessaire de vouloir à tout prix répondre à toutes les questions. Fonctionnez comme vous fonctionnez d'habitude. Au fur et à mesure que vous récoltez les infos, il ne s'agit pas d'aller valider de source sûre chaque élément de réponse parce que bien évidemment, on fonctionne avec une certaine zone d'incertitude de manière également subjective et donc il n'est pas question de valider à tout prix chaque donnée et de vouloir à tout prix aller chercher toutes les réponses. Donc ça vaut pour tous les documents. Donc, la fiche signalétique est constituée de 3 parties. Première partie, ici, première page. C'est une page qui renseigne différents éléments très généraux sur la maison d'accueil et en particulier le contexte où réside la famille. Si vous avez plusieurs unités de maisons d'accueil qui ont des fonctionnements différents. Par exemple, il y en a une partie qui va être en collectif, l'autre ça va être plutôt des appartements individuels. Et bien voilà, on a besoin de savoir où est-ce qu'elle est. Dans quel contexte elle est hébergée. Si par exemple vous avez une seule formule d'hébergement, vous pouvez photocopier cette page d'entrée de jeu pour les autres dossiers. Ça va vous faciliter les choses. Alors, ensuite, on arrive à la page structure familiale du général au particulier. J'attire votre attention sur la première partie de cette fiche signalétique. Regardez ici en gras, il y a des questions qui concernent la famille hébergée dans la maison d'accueil. Donc c'est vraiment des questions générales. Et tout ce qui va concerner la structure familiale en dehors de la maison d'accueil, on pose simplement une question ici très simple. Comment était composée la famille avant l'entrée en maison d'accueil ? Il se peut par exemple que ce soit une maison d'accueil pour femmes et qu'avant le papa était présent et que du fait d'être hébergé dans la maison d'accueil, il n'y a que la maman et l'enfant qui sont hébergés. Avec cette question-là, on sait le voir. Tout le reste des questions concernent les personnes hébergées dans la maison d'accueil étant donné que la recherche se focalise là-dessus. Alors, ensuite ici, on a 2 types d'infos. Des infos sur les adultes, des infos sur les enfants. Les adultes, voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous avez une petite colonne grise ici qui repère A1, A2, E1, E2, dont je vous parlais tout à l'heure. On parle de qui ? Et donc, pour l'adulte 1, par exemple, on veut savoir par rapport à l'enfant 1, qui c'est ? Par rapport à l'enfant 2, qui c'est ? Et des questions très générales de type nationalité, dernier diplôme, etc., etc., etc.
Si par exemple vous n'avez pas d'adulte 2 et que c'est systématiquement une seule personne, vous barrez tout simplement adulte 2. Pareil ici pour les enfants, on a E1, E2, on essaie de voir quels sont leurs rapports de fraternité, des questions générales également. Et donc on a pris l'enfant 1, E1 comme référence par rapport aux autres enfants, pour se faire une idée de comment ça se passe, la structure familiale. Ensuite, ici, on a une anamnèse qui peut paraître un petit peu impressionnante au départ, mais qui a été construite, vous allez le voir, pour être remplie de manière essentielle. Une anamnèse en 2 faces. La première face concerne les adultes. La deuxième face, ici, concerne les enfants. Alors, elle a une structure qui est assez claire, dans le sens où vous avez la moitié de la page qui concerne l'adulte 1 et la moitié de la page qui concerne l'adulte 2. Pas d'adulte 2, on biffe. Ok, c'est une manière de classer l'information que vous allez recevoir, où soit elle va être rapportée par la famille, soit elle va être soupçonnée par l'intervenant. Ici, vous allez voir qu'on croise les regards, comme je vous le disais. Donc on est bien au courant qu'il y a une certaine subjectivité, c'est pour ça qu'on parle de rapporter ou de soupçonner. Donc il n'est pas, voilà, n'ayez pas un objectif de perfection par rapport à la réponse à apporter, prenez les infos comme elles viennent. Ce qui nous intéresse, par exemple pour l'adulte 1, c'est de savoir, avoir une idée de ce qui a pu se passer avant l'entrée en maison d'accueil. Donc admettons qu'ici il y a différents critères. Une personne vous dit, ben voilà, j'ai été victime de violence conjugale. Par exemple ici, violence conjugale. On vous dit que c'est avant l'entrée en maison d'accueil, on vous dit que c'est rapporté par la famille. D'accord. Si par contre c'est un intervenant qui suspecte cela, un passif de ce côté-là, on met ça ici. Si ça se passe pendant le séjour en maison d'accueil, on le met ici. Si c'est rapporté par la famille, on le met là si c'est soupçonné par un intervenant. Donc voilà, vous allez voir qu'en fait, ces 4 colonnes sont systématiquement les mêmes et qu'en fonction de d'où vient l'info et de quand ça date, vous allez pouvoir vous dire où vous allez cocher la case, tout simplement. Donc, je ne vais pas faire l'inventaire de tous les items. Si vous avez des questions par rapport à ça, téléphonez-moi. Ce sera plus simple, on en parlera de vive voix. Pareil pour l'enfant, exactement la même structure. Donc, cette fiche signalétique, il y en a donc une par famille, systématiquement dans le dossier. C'est un fichier, c'est un document qui peut être rempli à tout moment, à votre aise, sans pression. Ok. Donc, ensuite, on va passer au questionnaire. Donc, les questionnaires, il faut savoir que ce sont des questionnaires officiels du CBCL. Contrairement à la fiche signalétique qu'on a construite sur mesure, ces questionnaires sont des questionnaires généraux. Des questionnaires qui ont été sélectionnés par la personne ressource qu'on a à l'université en corrélation avec notre recherche et qui sont destinés à évaluer le comportement de l'enfant. On parle de comportements qui peuvent et qui doivent attirer l'attention par rapport à un certain mal-être, d'accord ? Donc, nous ici, comme ce sont des questionnaires officiels, on n'a pas pu les modifier. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment savoir. Et il y en a de 2 types. Donc, je vous montre dans la farde, ici. Donc, document de consentement, fiche signalétique. Et ici, on vous a mis une série de questionnaires, une petite réserve de questionnaires. Vous les avez aussi dans le fichier informatique, vous pouvez les imprimer directement et ce sera certainement plus simple parce que le questionnaire tout seul, s'il n'y a pas une page de garde qui permet de retrouver le numéro d'identification, on ne sait pas le relier à la famille. Donc moi, je vous ai un peu simplifié le travail, je vous ai scanné les questionnaires, d'autant plus qu'il ne faut pas remplir toutes les pages, avec une page de garde que vous pourrez remplir et c'est super important. Il faut savoir que ce qu'on souhaite mesurer, c'est l'impact du passage en maison d'accueil sur l'enfant. Il nous faut un point de référence, c'est l'entrée en maison d'accueil, le premier mois. Il nous faut plusieurs étapes intermédiaires pour se rendre compte de l'évolution de la chose. Donc ici, vous aurez la possibilité de cocher à quelle étape on se situe. Je vais détailler ces étapes. Quel est l'enfant concerné ?
Quel type de questionnaire c'est? Parce qu'il y a des questionnaires qui sont prévus pour les 18 mois à 5 ans et des questionnaires pour les 6 à 18 ans. Où est-ce que vous pouvez trouver cette info-là? Juste ici. Et alors, il faut savoir qui a rempli en fait le questionnaire. L'adulte 1, l'adulte 2 ou l'intervenant. On remet les initiales. Est-il bien l'intervenant de référence de la famille? Ça, c'est une manière de vérifier que à ce niveau-là, vous avez bien fait votre job et que c'est bien l'intervenant de référence qui remplit. Donc, voilà. Ça, ici, je vous ai photocopié 2 types de questionnaires. Je vais les prendre un par un. Questionnaire ici pour les 6-18 ans. Vous voyez que, mis à part le petit cadre ici, il n'y a pas besoin de remplir ni cette page-là, ni la page 1, ni la page 2. On se concentre sur la double face ici. Voilà, donc des questions d'évaluation de comportement. Alors, on insiste vraiment sur le fait que toutes les questions comportent une réponse. La deuxième chose, elles doivent être les plus spontanées possibles. Donc vraiment, on insiste là-dessus. Il n'est pas question de se casser la tête à chaque question. Concernant le questionnaire pour les enfants de 18 mois à 5 ans, on arrive de suite dans le vif du sujet avec la double face de questions. Et il y a encore une page supplémentaire avec 2-3 petites questions en plus. La dernière page avec les mots qu'il est censé savoir, on ne s'en préoccupe pas. Donc voilà, il faut donc ces deux questionnaires-là, vous avez les PDF et vous pouvez directement les imprimer. Alors, concernant les questionnaires, je vais en venir aux informations plus pratiques, c'est-à-dire quand est-ce qu'on remplit ça, qui remplit ça. Donc, maximum 3 étapes. Première étape, le plus rapidement possible, au plus tard à la fin du premier mois de séjour. Pourquoi? Parce que pour mesurer l'impact, il faut bien qu'on ait un point de référence où il n'y a pas encore eu trop d'impact de la maison d'accueil sur l'enfant. Donc, le plus tôt possible est le mieux. C'est pour ça que, évidemment, on tient compte du fait que la famille doit arriver en maison d'accueil, il faut le temps de lui présenter le projet, donc ayez ça à l'œil. Deuxième étape, d'ailleurs vous la retrouvez ici, première étape. Deuxième étape, après 3 mois de séjour. Troisième étape, après 6 mois de séjour, si la famille est encore là, ou alors à la fin de séjour. Donc ici, vous vous rendez bien compte qu'il y a des familles qui partent après 2 mois, par exemple. On prend l'exemple d'une famille qui part après 2 mois. Vous aurez eu l'occasion de remplir l'étape 1 dans le premier mois. Et l'étape 2, à son départ, si la famille décide de partir, vous lui proposez de remplir une dernière fois le questionnaire. Il faut savoir qu'à chaque étape, pour chaque enfant, il y a à la fois le parent et l'intervenant de référence qui remplissent un questionnaire pour chaque enfant. Et s'il y a 2 adultes, eh bien chaque parent va remplir un questionnaire à chaque étape, le but étant de croiser les regards. Je vais y revenir. Tout ça pour vous dire ici que, en fonction du temps que la famille va rester dans la maison d'accueil, vous n'aurez pas forcément les 3 étapes. Par contre, si la famille part, admettons, après 2 mois, et qu'elle ne veut pas remplir le questionnaire, l'intervenant de référence peut quand même remplir le sien. Donc c'est jamais perdu, ça on vous le dit aussi. Quoi d'autre? Tout dossier dont la première étape a été complétée est valable. Ne vous mettez pas de pression par rapport au fait que vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de dossiers ou que vous n'arrivez pas à avoir les 3 étapes. Donc ne vous inquiétez pas, ça c'est du feedback pour nous. Ne vous mettez pas de pression inutile. Alors, on insiste vraiment sur le fait que les questionnaires doivent être remplis de la même manière à chaque fois, évidemment, sinon ça n'a pas de raison de comparer les situations. On ne peut pas comparer les différents questionnaires à différents temps. Ce qui veut dire que ce qu'on demande, c'est que concrètement l'intervenant de référence, voilà, je suis l'intervenant de référence, ok. Dans le premier mois, après 3 mois, à 6 mois, je remplis un questionnaire tout seul, de mon côté, selon les observations que j'ai pu faire. D'un autre côté, je suis un parent, donc ça veut dire chaque parent, je suis la mère, je suis le père,
À chaque étape, je remplis un questionnaire, tout seul dans mon coin. Donc il ne s'agit pas que les parents se concertent ensemble pour remplir les questionnaires. Alors, évidemment, vous allez dire, mais les parents, ils ont parfois besoin d'un petit peu d'aide pour répondre aux questions. Donc pour ça, méthodologiquement, on vous dit, oui, les parents doivent être accompagnés pour remplir le questionnaire par quelqu'un. Ce que nous, on vous conseille d'expérience, selon ce qu'on a pu faire avec nos membres précédemment, c'est que le plus intéressant pour vous, c'est de déléguer une personne dans la maison qui n'est pas l'intervenant de référence de la famille, déléguer une personne qui, elle, va se charger globalement d'accompagner les parents pour répondre aux questions. C'est une personne qui aura déjà connaissance des questions, qui saura comment les expliquer, et ça ne doit pas toujours être quelqu'un d'autre qui doit chaque fois prendre connaissance de ce questionnaire et le réexpliquer aux parents en termes intelligibles. Donc, ça peut être chaque fois une personne différente, mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est de désigner une personne qui sera préposée, accompagner les parents pour répondre au questionnaire, et qui sera drillée là-dessus. Parce qu'évidemment, la première fois, c'est toujours un peu plus long, et si ça doit toujours être une première fois, ce sera de toute façon un peu plus lourd. Par contre, ce qui ne peut pas arriver, c'est que l'intervenant de référence accompagne les parents, voit la manière dont les parents vont répondre aux questions et puis répondre à son questionnaire de son côté. On ne veut pas ni que les parents influencent l'intervenant, ni que l'intervenant influence le parent dans ses réponses. Ça, c'est vraiment fondamental, sinon ça n'a aucun intérêt de croiser les données. Alors, je pense que j'ai tout dit pour ça. Si jamais c'est pas clair, combien, qui doit remplir quoi, quand, n'hésitez pas à me revenir, je suis totalement disposée à réexpliquer autant qu'il le faudra. Ensuite, là on a fait le plus dur. On arrive au carnet de bord. Carnet de bord qui est comme un journal de bord de la famille, qui est un document manuscrit, évolutif, et qui va permettre, quand on aura d'un côté les questionnaires, d'un côté le carnet de bord, qui sont structurés de la même manière, étant donné que le carnet de bord est structuré en selon les 3 étapes dont je vous ai parlé, permet de mettre en parallèle les informations récurrentes des questions, toujours les mêmes ici dans les questionnaires, et qu'est-ce qui s'est passé en maison d'accueil. Donc, qui remplit ce carnet de bord? L'intervenant de référence, évidemment. Quand est-ce qu'il le remplit? À tout moment. Mais on lui demande quand même de jeter un œil à chaque étape. À chaque étape, de pouvoir se dire « Ok, je fais le feedback de l'étape précédente, soit du mois dernier, soit après 3 mois, les 2 derniers mois, et après 6 mois, les 3 précédents mois. » Faire un petit feedback sur l'étape qui vient de s'écouler pour pouvoir compléter les différents événements qui ont pu arriver. Quand je parle d'événements, c'est tous les événements qui ont pu, selon l'intervenant ou selon l'équipe, influencer le bien-être en positif ou en négatif de l'enfant. Tout ce qui est susceptible d'alimenter, d'enrichir les réponses qu'on aura récoltées au niveau des questionnaires. Ce qu'on vous demande simplement, c'est que les réponses soient les événements qui sont cités, on vous demande d'être le plus concret possible. Évitez les interprétations personnelles, essayez de parler en termes de faits concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a changé. Donc, concrètement, comment est-ce qu'il est structuré? Vous avez 3 doubles faces. 1, 2, 3, qui correspondent aux 3 périodes, 3 étapes, 3 périodes de temps d'observation que je viens de vous citer par rapport au questionnaire. Exactement la même chose. Une double face comporte 2 faces. Et c'est 2 types d'informations différentes. C'est fondamental de faire la différence entre ces deux-là. Première face, ce sont les informations, les événements clés qui sont reliés à la famille, aux parents ou aux enfants, tels qu'ils surviennent donc au sein de la famille concernée. Ce qui veut dire que, je vais vous donner des exemples. Par exemple, une modification de la garde, un enfant qui est né, une crise dans un couple, un nouvel emploi ou une perte d'emploi, un changement de médication, une dépression d'un parent. Ça, ce sont des événements qui auraient pu arriver en dehors de la maison d'accueil, dans la famille. Donc on veut vraiment pouvoir faire la distinction entre ce qui est lié à l'interaction avec le milieu de la maison d'accueil et ce qui est arrivé dans la famille. Donc tout ça, vous répertoriez ici
On vous rappelle ici A1, A2, E1, E2, c'est quand même mieux de savoir de qui on parle. Donc n'oubliez pas de dire, bah voilà, il s'agit de la maman, donc peut-être A1, qui s'adresse à l'enfant E1, E2, de cette manière-là, par exemple, voilà. Il faut vraiment qu'on puisse savoir de qui on parle, sinon ça n'a pas d'intérêt une fois de plus. La deuxième face, ici, un petit peu plus détaillée, évidemment parce que ce sont les informations qui sont directement reliées à la vie en institution, en maison d'accueil, du plus général au plus particulier. Il y a 3 types d'informations qu'on a relevées. Vous pouvez toujours en noter d'autres si vous voyez autre chose qu'on aurait peut-être oublié. 3 types d'informations. En premier, les informations qui sont relatives à l'institution. Est-ce que le cadre institutionnel a changé? Est-ce qu'on a changé de bâtiment? Est-ce qu'on a modifié le règlement d'ordre intérieur ou le projet d'accompagnement collectif? Tout ça peut avoir impacté la famille. Notez-le si et seulement si vous avez l'impression que ça a pu avoir un impact. En B, les informations qui sont directement liées aux interventions de l'équipe socio-éducative avec la famille. Est-ce qu'il y a une fréquence d'intervention qui est préoccupante ou est-ce que vous n'avez jamais besoin d'intervenir? Est-ce qu'il y a des types de soins spécifiques à l'enfant? Est-ce qu'il y a un lien particulier qui se crée entre l'intervenant ou un autre intervenant et l'enfant? Là, on vous donne toujours des exemples. Voilà le type de choses qui peuvent s'y retrouver. Troisième type d'information, l'interaction avec les autres bénéficiaires de maisons d'accueil, en particulier dans les hébergements où il y a une certaine collectivité. Est-ce que vous voyez que le fait de vivre ensemble a un impact? Est-ce qu'il y a une autre personne de la maison d'accueil qui prend un peu le rôle de relais par rapport aux parents, qui intervient? Voilà, tout ce qui peut intervenir au niveau de la parentalité et du bien-être de l'enfant. Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce qu'il y a un conflit de l'attention dans le groupe qui impacte les enfants? En tout cas, on reste sur de la supposition, c'est à votre appréciation, mais c'est justement là-dessus qu'on travaille, étant donné que pour le moment, on a besoin d'objectiver un petit peu ce qui se passe. Et donc, les 3 faces sont exactement les mêmes. Donc, voilà, vous pouvez le remplir à tout moment, mais on vous demande quand même, et c'est pour ça qu'on vous donne ces 3 colonnes-là, de pouvoir à un moment donné, aux dates, parce que quand vous enregistrez une famille, vous mettez la date d'entrée, et en fonction de ça, vous savez déjà définir quels seront les points de chute. Et à ces moments-là, vous pouvez vous dire, ok, à la réunion d'équipe, on fait un petit briefing, ok, est-ce qu'on a oublié des éléments, est-ce qu'on a bien tout, et reprendre cette farde ensemble. Voilà, donc là, on a fait le tour concrètement des différents documents. On en revient à cette farde et à des éléments plus concrets. Donc ici, il faut savoir que moi, je vais prendre contact avec les personnes relais régulièrement pour un petit peu voir où ça en est, comment ça se passe, récolter vos questions. La fin de la récolte de données courant octobre-novembre, mais en tout cas, il se peut que je vous contacte même plus tôt pour vous prévenir, tiens, quand est-ce qu'on va récolter tout ça. La plupart du temps, moi, je ne vous demande pas nécessairement de récupérer la farde, vous pourrez simplement retirer les différents onglets, me mettre tout ça sous enveloppe ou passer à la maison, à l'ARCA, à la maison. Passer à l'ARCA pour nous les déposer si c'est plus simple pour vous. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je me doute qu'après lecture détaillée des documents, vous en aurez peut-être d'autres, mais je préfère pour ça raccourcir un peu cette vidéo et répondre au cas par cas de vos questions. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Étant donné qu'on souhaite commencer la récolte de données en avril, on a besoin d'une réponse relativement rapide de vos équipes. Donc si vous pouviez présenter ce projet à l'aide de l'outil que vous voudrez, PowerPoint, vidéo, à vos équipes et nous revenir le plus vite possible avec cette convention, on vous enverra... non, on ne vous enverra rien puisque tout sera OK. Donc vous aurez le feu vert pour démarrer la récolte de données. Voilà, merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup de votre participation au projet. Voilà, si vous avez décidé de vous lancer, sachez que votre contribution est vraiment très précieuse. Ne perdez pas de vue les objectifs qu'on a cités en début de vidéo, c'est vraiment super important. Merci beaucoup.